commande d'un avion de chasse, le pilote tient sa vie entre ses mains. Je perds de la vitesse. Et quand les choses tournent mal, il peut compter sur un système indispensable, le siège éjectable. J'ai commencé à tomber en piqué. Il fallait que je m'éjecte. Ce siège fait la différence entre la vie et la mort. Il y avait beaucoup de fumée dans le cockpit. Je n'avais pas le choix. Je devais m'éjecter. En une fraction de seconde. Je suis passé de 1300 km/h à une descente en parachute en l'espace de 3 secondes. Voici une incroyable histoire d'ingéniosité et de courage. Depuis ses débuts discrets, le siège éjectable est devenu un des systèmes de survie les plus sophistiqués au monde. Son unique but est de sauver la vie des équipages à travers le globe. Je suis en vie. « 23 juillet 2010. Brian Buse, pilote de chasse de l'aviation royale canadienne, s'apprête à faire décoller son CF-18 Hornet. Il s'entraîne pour une parade aérienne. Brian fait sa première figure, un décollage à 90 degrés. C'était pas mon jour. À la cantine, ils avaient oublié de me mettre la mousse de lait dans mon cappuccino. Pour ménager le suspense, il vole bas et lentement. C'est une figure qu'on appelle High Alpha Pass. Prends ton temps pour l'alpha. Le nez de l'avion est à 25%, mais on va tout droit. En fait, ce qui fait voler l'avion, c'est la poussée des ailes conjuguée à la puissance du moteur. Il est délicat de maintenir un équilibre quand on vole à 185 km/h et à seulement 60 mètres d'altitude. Il va bientôt mordre. Voilà, ça y est. Voir un avion de chasse supersonique voler si lentement, c'est assez impressionnant. Puis, tout d'un coup, le moteur droit tombe en panne. Le Hornet de Brian perd en puissance et en altitude. Le pire cauchemar de tous les pilotes. Pendant 4 secondes, j'ai essayé de stabiliser l'avion, mais je n'ai rien pu faire. Je continuais à perdre de l'altitude. Altitude. Altitude. Quand j'ai vu le nez de l'avion pointer vers le sol, j'ai su que c'était fini. Je devais me sortir de là. Altitude. À quelques secondes de l'impact, la survie de Brian repose sur un seul élément, son siège éjectable. Aujourd'hui, le siège éjectable est l'une des pièces maîtresses de l'avion moderne. Pour toujours aller plus loin dans la survie des pilotes, son design a subi de nombreuses révolutions. Le siège rudimentaire des premiers temps a évolué vers une véritable machine volante informatisée à 100 000 $. Ce siège éjecte un pilote d'un avion endommagé en une fraction de seconde. Voici l'incroyable histoire de ceux qui ont risqué leur vie pour développer le siège éjectable et de ceux qui ont survécu grâce à cette invention. Le siège éjectable est né il y a plus de 100 ans. Permettre à l'homme de voler est l'un des plus grands progrès de notre histoire. Mais quand les choses tournent mal, les pilotes ont besoin d'une échappatoire. Durant les premières années de l'aviation, il était facile de sauter d'un appareil, car il n'avait pas de verrière. Il suffisait de se lever et de sauter d'un côté. À certains moments, le vent n'était pas très violent. Il n'était donc pas difficile de sauter d'un avion. Mais en 1939, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, l'aviation va rapidement changer de visage. D'ailleurs, l'une des premières batailles décisives n'a pas lieu au sol, mais dans les airs, au-dessus de l'Angleterre. La bataille d'Angleterre a prouvé que dans une guerre moderne, vous devez avoir la suprématie aérienne. Et si vous contrôlez le ciel,
toutes vos missions aériennes seront des réussites. La suprématie aérienne implique des avions toujours plus rapides. Et donc des risques toujours plus grands pour les pilotes. À une vitesse de 550 km/h, la force du vent rend toute sortie quasiment impossible. Et en cas d'éjection, les chances de survie sont minces. Le problème, c'est que si un pilote essaye de sauter, il risque d'aller se fracasser contre l'empennage horizontal ou la dérive. Et plus l'avion va vite, plus le risque de collision est élevé. Dans la course à la suprématie aérienne, les ingénieurs allemands conçoivent les avions les plus rapides au monde. Ces bolides sont encore visibles à la Smithsonian Institution de Washington. Le Heinkel 219 était un des avions de chasse de nuit les plus rapides de la guerre. Il dépassait facilement les 400 km/h. Il était redoutable. Conçu pour abattre les bombardiers alliés, le cockpit du Heinkel 219 est placé dans le nez de l'appareil. Les pilotes peuvent donc facilement voir les alentours. Les ailes étaient installées à ce niveau-là. Je me tiens à peu près au niveau du moteur. Il y avait ici une grosse hélice à 3 pales qui tournait de chaque côté du fuselage. Il était donc très dangereux de sauter de l'avion. Le Dornier 335 allemand, lui, est encore plus dangereux. Le Dornier 335 possède 2 moteurs, un gros à l'avant à hélice et un à l'arrière. Le défi était de sauter de ce très gros avion tout en évitant l'empennage et les hélices. Avec le moteur à l'arrière, sauter de l'avion était quasi impossible, du moins sans assistance. Les Allemands ont alors cherché des solutions pour que les aviateurs puissent s'éjecter de leur avion. Et ils se sont rendus compte que le siège éjectable était la meilleure solution. Les ingénieurs allemands avaient commencé à concevoir un procédé d'éjection avant même le début de la guerre. La guerre a accéléré son processus de création. Dans une chambre forte du musée national de l'US Air Force, Jeff Duford a mis la main sur des documents secrets, produits par l'entreprise d'aviation allemande Henkel. Le document allemand d'origine date de 1943. Cette traduction a été faite peu de temps après la guerre. Je n'avais jamais vu ce document avant de commencer mes dernières recherches. Ce qu'il contient est incroyable. Il y a plusieurs formules sur la vélocité, la force, l'accélération. Ce croquis prouve que les Allemands avaient déjà beaucoup progressé en matière de siège éjectable. Il montre que le vrai problème est d'éjecter le siège suffisamment haut afin d'éviter la queue de l'avion. Après des expérimentations, les Allemands développent le premier siège éjectable à air comprimé. Il fonctionne de la même façon que les pistons d'une voiture. Le cylindre est relié à l'avion. Le piston est attaché au siège. L'air comprimé relâché pousse le piston et éjecte le siège du cockpit. Rapidement, le siège éjectable sauve la vie d'équipage de la Luftwaffe, à la grande surprise des Alliés. L'Allemagne nazie donnait l'impression d'avoir des pouvoirs magiques, car les pilotes parvenaient à s'extraire de leur avion. Les Alliés étaient très curieux de savoir ce que faisaient les Allemands. Durant la guerre, certains Allemands se seraient éjectés plus de 60 fois. Mais les documents prouvent que ce procédé présente de grosses lacunes. Le problème, c'est que le siège ne peut pas être éjecté trop rapidement, car le pilote pourrait se blesser ou même mourir. Le corps humain a une résistance limitée à la pression. Il fallait donc contrôler la vitesse d'éjection du cockpit. Éjecter le pilote assez rapidement sans le mettre en danger est un problème qui va donner du fil à retordre aux ingénieurs. La solution pourrait potentiellement changer le cours de la guerre.
Mais les Allemands ne sont pas les seuls à vouloir développer un système de siège éjectable. Les Alliés entrevoient eux aussi tout le potentiel de ce système. La Royal Air Force a gagné la bataille d'Angleterre, mais en subissant de très lourdes pertes. Les pilotes de chasse ne sont pas des machines qu'on produit en grande quantité. Il faut les former. Il faut beaucoup de temps pour qu'un pilote devienne aguerri. En 1944, les autorités britanniques chargent des ingénieurs de concevoir des systèmes de protection des pilotes. Ironie du sort, c'est la mort accidentelle lors d'un exercice de vol du capitaine Valentine Baker, pilote et ingénieur en aéronautique, qui poussera le gouvernement à se tourner vers le constructeur aéronautique Martin Baker. La perte du capitaine Baker a été très dure pour mon grand-père, Sir James Martin. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de concentrer ses recherches sur la fabrication de sièges éjectables. Contrairement aux sièges éjectables à air comprimé allemands, les ingénieurs de Martin Baker décident d'utiliser un procédé bien plus risqué. Le siège contiendra des cartouches explosives. Le propulseur est situé derrière le siège. Il est activé par une charge de cordite. On le surnomme le siège explosif. Le siège explosif éjecte le pilote de l'avion comme une balle de fusil, avec puissance et rapidité. Mais alors, quel est le risque de ces explosifs? Pour le savoir, il faut des volontaires. Bernard Lynch était installateur chez nous. Ce n'était pas un homme comme les autres, et ce à tout point de vue. Il s'est courageusement dévoué pour jouer les cobayes. Les explosifs du siège sont déclenchés en tirant un masque de protection faciale. Lynch procède à plusieurs essais épuisants. Un véritable boulet de canon humain. Il est propulsé de plus en plus fort, jusqu'à ce que la douleur devienne trop insupportable. Mais sa résistance va s'avérer précieuse. Au département de biodynamique et de protection aérienne à la base de l'US Air Force de Wright-Patterson, Chris Perry nous explique pourquoi. Pour que la conception soit réussie, il faut trouver le bon équilibre entre l'énergie que génère l'expulsion du pilote du cockpit et celle qui peut endommager la colonne vertébrale. Le siège éjectable tire vers le haut. Or, la gravité tire naturellement le pilote vers le bas. La colonne vertébrale est alors soumise à une terrible pression. La vitesse relative à la force de propulsion est primordiale. Si la force est appliquée trop soudainement, la colonne vertébrale n'aura pas le temps de l'absorber et le pilote risque de se blesser. Cela peut entraîner la rupture d'un disque ou la fracture d'une vertèbre, ce qui peut être extrêmement douloureux pour le pilote. De graves fractures peuvent entraîner la rupture de la colonne vertébrale et donc la paralysie. Le deuxième facteur capital vient de la posture du pilote. Si la tête, le cou et la colonne sont alignés, alors la force due à l'accélération du siège peut se déplacer le long de la colonne vertébrale. Mais si la colonne est incurvée, cette force peut déplacer les vertèbres et entraîner des blessures. Mais le courage de Lynch ne s'arrête pas aux essais au sol. Le 24 juillet 1946, il se porte volontaire pour le tout premier test aérien du siège éjectable Martin Baker. Bernard, une cigarette à la bouche, s'est fièrement rendu au pied du Gloster Meteor F3 et s'est installé dans le siège éjectable. Après un signe de la main, l'avion a pris son envol. Se déplaçant à une vitesse de 450 km/h à 2500 mètres d'altitude, Lynch s'éjecte de l'avion. Il a ensuite dû se désolidariser manuellement de son siège, s'en écarter et ouvrir manuellement son parachute. Toute cette manœuvre a duré 30 secondes. Il a fini sa descente tranquillement et a été accueilli au sol en vrai héros. Lynch s'éjectera une trentaine de fois, permettant à Martin Baker de produire le tout premier siège éjectable aérien
le MB Mark I. Lorsqu'on se penche sur l'histoire du développement du siège éjectable, on se rend compte qu'il y a des individus qui sortent du lot, qui ont risqué leur vie et leur santé. L'un des tout premiers a été Bernard Lynch. Malgré sa réussite, le MB Mark I a été réalisé trop tard pour être commercialisé pendant la guerre. Néanmoins, les ingénieurs vont bientôt prendre toute la mesure du potentiel du siège éjectable. 30 mai 1949, au cœur de l'Angleterre. Le pilote Joe Lancaster prend les commandes de l'aile volante expérimentale AW52 afin d'observer sa maniabilité à grande vitesse. J'ai accéléré jusqu'à atteindre les 530 km/h. Et c'est alors que j'ai ressenti une oscillation brutale dans le nez de l'avion. Joe Lancaster perd complètement le contrôle de l'appareil. Je me suis senti totalement désorienté. Il y avait un bruit assourdissant. J'avais l'impression que l'avion allait se désintégrer. J'ai simplement suivi mon instinct qui m'a dit de m'éjecter. Joe tire alors son masque de protection, déclenchant les explosifs de son siège. Il est éjecté de son avion endommagé. Quelques instants après l'éjection, c'est le trou noir. Je suis revenu à moi et je me suis rendu compte que je devais détacher mon harnais pour me désolidariser du siège et ouvrir mon parachute. Et alors que la toile se gonflait, le siège est passé juste devant moi. J'ai raté mon atterrissage et je me suis blessé à l'épaule. Mais j'ai tout de même pu me lever et marcher. Joe Lancaster devient le premier pilote britannique éjecté d'urgence. Les ingénieurs sont aux anges. Les cris de joie ont retenti sur tout le site. Mon grand-père et son équipe étaient très fiers. Le siège qu'ils avaient conçu avait sauvé la vie d'un homme. Mais l'aviation se développe à grands pas et la conception des sièges éjectables doit suivre cette évolution. En octobre 1947, Chuck Yeager franchit pour la première fois le mur du son, ouvrant ainsi la voie à des avions de chasse d'une nouvelle génération. Avec l'arrivée des vols supersoniques, il fallait éjecter les pilotes d'avions qui allaient beaucoup plus vite. C'est le même problème qu'ont rencontré les ingénieurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, les dérives sont bien plus grandes, comme sur ce F-102 Delta Dagger. Cette dérive est gigantesque et très tranchante. À une vitesse supersonique, le pilote doit absolument l'éviter. On voit que le problème est le même. Comment éviter que le pilote ne heurte la structure de l'avion? Comment l'éjecter suffisamment loin? Logiquement, la solution consisterait à ajouter davantage d'explosifs sous le siège. Le siège doit éjecter le pilote le plus vite possible pour éviter la queue de l'avion. Mais plus il va vite, moins le pilote aura de chances de survivre. Les sièges explosifs éjectent déjà les pilotes à la limite du supportable. L'augmentation de la charge n'est donc pas souhaitable. Les ingénieurs se sont dit qu'au lieu de s'éjecter vers le haut, il fallait s'éjecter vers le bas. C'est une idée novatrice. Éjecter le pilote par le bas lui évite d'entrer en collision avec l'avion. Et ce, quelle que soit sa vitesse. Ce nouveau siège est mis en place sur le chasseur F-104 Starfighter. Mais il a un défaut non négligeable. L'éjection des pilotes à basse altitude. Au moins 20 aviateurs ont perdu la vie, dont le célèbre pilote Ivan Kinchlow. Kinchlow était un as de la guerre de Corée et un des plus grands pilotes d'essai. Mais en juillet 1958, c'est l'accident. Il a essayé de retourner son avion pour que le siège parte vers le ciel, mais il n'a pas réussi à temps.
Il a été tué à basse altitude dans un F-104 en s'éjectant vers le bas. La tragique disparition de Kinchlow plonge les pilotes de l'Air Force dans le désarroi. C'est la fin du siège à éjection par le bas. Les ingénieurs doivent repartir de zéro. Il faut résoudre le problème d'éjection rapide sans blessure. En Angleterre, les ingénieurs de Martin Baker pensent avoir trouvé la solution. Le moteur fusée. Les ingénieurs se sont rendus compte qu'un moteur fusée fixé au siège réglerait plusieurs problèmes auxquels ils étaient confrontés. Les moteurs fusées montent plus haut dans le ciel, mais leur accélération est graduelle. L'éjection du siège était suffisamment lointaine et l'énergie suffisamment contenue pour ne pas endommager la colonne vertébrale du pilote. Le passage des explosifs à la fusée a été révolutionnaire. Mais s'éjecter d'un avion supersonique n'est que la première étape du problème. Quand un pilote s'éjecte de son appareil à la vitesse supersonique, il est complètement perdu. Son corps est soumis aux forces aérodynamiques. Propulsés dans les airs à grande vitesse, les pilotes sont confrontés à une importante résistance de l'air. À l'époque, personne ne sait précisément quelle force le corps humain peut supporter. Mais un homme est bien déterminé à le découvrir. Le capitaine John Stapp. John Stapp fait également partie des figures emblématiques du développement des sièges éjectables modernes. Parmi tous les ingénieurs aéronautiques, je crois que c'est vraiment lui qui sort du lot. Un hangar de stockage du musée national de l'US Air Force abrite une pièce qui nous éclaire sur les travaux de John Stapp. Juste derrière cette vieille voiture, voici le traîneau fusée de John Stapp. Cet objet fait partie intégrante de l'histoire du siège éjectable. Stapp veut découvrir les effets de l'accélération soudaine sur le corps humain. Sa curiosité le mène vers la conception d'expériences humaines les plus extrêmes de l'histoire. Pour l'expérience, le pare-brise n'était pas installé. Il avait tout le vent en pleine figure. Allons voir l'arrière du traîneau. Ensemble, ces fusées avaient une poussée égale à celle d'un avion de chasse de l'époque, c'est-à-dire 2 tonnes. À plus de 300 km/h, le premier traîneau de Stapp, le G-Wiz, est certes rapide, mais bien moins cependant qu'un avion supersonique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concevoir un autre traîneau pouvant atteindre les 1000 km/h. Le colonel Stapp va atteindre les 1000 km/h, puis il s'arrêtera en moins de 1 seconde 30. 3, 2, 1, feu! Stapp subit la décélération que ressentirait un pilote qui s'éjecterait à grande vitesse. Il s'est exposé à des degrés d'énergie auxquels personne ne pensait qu'il survivrait. Il a risqué sa vie en recevant une violente pression due aux accélérations et aussi aux arrêts brutaux. Au final, il s'est cassé plusieurs os et des côtes. Même ses vaisseaux oculaires se sont rompus. Le dernier essai de Stapp le soumet à une force démesurée de presque 40 G, soit 2 fois plus que la limite considérée alors comme fatale. Stapp en sort indemne, prouvant qu'on peut survivre à une éjection à la vitesse supersonique. Mais la probabilité d'échec reste tout de même très importante. 26 février 1955, Los Angeles. Le pilote d'essai, George Smith, s'apprête à prendre les commandes du nouvel avion de chasse, le Super Sabre. Il testait un nouvel avion de chasse, le North American F-100, quand il a rencontré un problème de commande. L'avion s'est mis à accélérer jusqu'à atteindre une très grande vitesse.
Il avait franchi le mur du son et se dirigeait droit vers le sol. Rien n'allait plus. Il s'est éjecté à 1800 mètres d'altitude. Smith s'est éjecté à très basse altitude et l'air autour de lui était très dense. Ayant franchi le mur du son, il est sujet à une force de décélération de presque 40 G. La baisse soudaine de pression entraîne le gonflement de son corps. Son corps avait tellement enflé à cause de la pression du vent que lorsqu'il a atterri dans l'eau, il a flotté. L'expérience de Smith prouve que John Stapp a raison. Il est possible de survivre à une éjection à la vitesse supersonique. Vous avez des souvenirs de ce dernier vol? Je ne me rappelle de rien après m'être éjecté. J'ai de la chance d'être en vie. Le fait qu'il ait survécu à une éjection supersonique relève alors du miracle. Mais si George Smith a survécu, d'autres pilotes le pourront aussi. Cette découverte va s'avérer capitale pour les années à venir. Au cours des années 1950, des tensions apparaissent entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Le rôle de l'aviation et la survie des pilotes occupent à nouveau le centre des débats. L'enjeu pour les concepteurs de sièges éjectables sera d'autant plus grand. Pour chaque avancée en matière de fuselage ou de propulsion, il fallait développer de nouveaux types de sièges éjectables. De nos jours, réussir à éjecter un pilote d'un appareil supersonique à des altitudes extrêmes et à des nombres de Mach élevés est un défi des plus sérieux. Un défi qui pousse les concepteurs des sièges éjectables à sortir des sentiers battus. Au Musée national de l'US Air Force se trouve un exemple de la sophistication des nouveaux concepts. Le B-58, qui est juste derrière moi, pouvait atteindre plus de 2 fois la vitesse du son. À cette vitesse, l'environnement est mortel. Armé de têtes nucléaires, le B-58 vole à une altitude de plus de 15 000 mètres. La température y avoisine les moins 56 degrés. C'est aux ingénieurs de Stanley Aviation à Denver d'assurer la survie de son équipage de 3 aviateurs. Ils optent alors pour une capsule qui enveloppe entièrement chaque membre de l'équipage lors de l'éjection. Ça fonctionnait comme une coquille. On a ces 3 éléments ici. Les valves de la coquille se refermaient en moins d'1 seconde lors de l'éjection. Le harnais de sécurité le maintient dans son siège. Les genoux et les jambes se replient. L'aviateur se retrouvait à l'abri, dans une capsule pressurisée et alimentée en oxygène. Le pilote attendra que tout son équipage ait quitté l'avion avant de s'éjecter à son tour. Un parachute s'ouvrait ensuite. Il y avait même des flotteurs au cas où la coquille atterrissait dans l'eau. La capsule du B-58 sera utilisée avec succès à 9 reprises durant la guerre froide. Mais ce n'est pas entièrement une réussite. Son entretien était compliqué et surtout, elle pesait plus de 250 kilos, soit 2 fois plus que n'importe quel siège éjectable. C'est pour ces raisons que l'idée d'une capsule éjectable a été abandonnée par la suite. Mais alors que la guerre froide s'intensifie, les ingénieurs cherchent de nouvelles méthodes pour protéger les pilotes. Il est impressionnant de voir à quel point la guerre froide a influé sur le développement des sièges éjectables. Au cours des 40 dernières années, Ray Carter, du département des ingénieurs aéronautiques de l'aviation royale canadienne, a joué un rôle majeur dans l'amélioration des sièges éjectables. L'arrivée de l'automatisation a tout changé pour le siège éjectable. L'automatisation des harnais de sécurité a pour but de protéger les membres du pilote lors d'une éjection à grande vitesse.
Si vous sortez vos bras de votre voiture à 100 km/h, ils seront projetés en arrière. Si vous le faites à 1000 km/h, vos os vont se casser et vous allez vous luxer l'épaule. On essaye. L'ingénieur biomédical Chris Perry et son équipe de la base aérienne de Wright-Patterson vont nous faire une démonstration avec un mannequin. Afin de nous permettre de visualiser clairement les risques encourus par le pilote, les mains du mannequin ont été laissées libres. Avec le système automatique, les jambes sont tirées contre le siège et les mollets sont maintenus à cet endroit, ce qui empêche le mouvement des jambes. Ça les maintient fixes contre le siège. Le système de maintien amène vos bras devant la poitrine et les fixe à cet endroit jusqu'à ce que le parachute s'ouvre et les libère. D'autres systèmes automatiques ont également été intégrés au siège éjectable, comme le système de stabilisation, le détachement automatique du siège ou l'ouverture automatique du stabilisateur et du parachute. Tous ces éléments multiplient les chances de survie du pilote, et ce, quel que soit l'environnement. Brian Udell, ancien pilote de l'US Air Force, doit sa vie à l'ingéniosité de ces trois systèmes. Sans eux, il ne serait pas là pour témoigner. Le Strike Eagle que j'ai piloté était le chasseur le plus moderne au monde. Ce soir-là, les ordinateurs avaient un problème. Mais comme les mécaniciens n'avaient relevé aucune anomalie, j'ai décollé sereinement, le plus sereinement au monde. Mais Brian n'allait pas tarder à découvrir que les ordinateurs à bord de son F-15 étaient bel et bien défectueux. Le premier indice d'une anomalie était le fait que j'entende le vent cogner contre le cockpit. Et ce que je voyais sur mon collimateur tête haute n'était pas logique. Udell ignore à quelle vitesse il progresse. J'avais pris un altimètre portable avec moi. Et quand je m'en suis servi, je me suis rendu compte que l'avion fonçait en piqué vers la mer. À partir de ce moment, ma vie n'a plus jamais été la même. Il faisait nuit noire, la lune et les étoiles étaient cachées. Je n'avais aucun point de repère au sol. Le temps m'était compté. Il fallait que je prenne une décision. Au moment où j'ai atteint la barre des 3000 mètres d'altitude, j'ai su qu'il fallait que je m'éjecte. Je me suis mis en position et j'ai tiré sur la poignée. Udell progresse à 1300 km/h au moment où il s'éjecte. Il n'est qu'à 450 mètres au-dessus de l'océan. Si j'avais attendu un dixième de seconde pour tirer sur la poignée, j'aurais fini au fond de l'océan. Brian s'est éjecté à une vitesse supersonique et à basse altitude. Il a exposé son corps à une gigantesque force à cause de l'importante densité de l'air. Les forces de décélération étaient au-dessus de 50 G. Le corps humain n'est pas fait pour supporter ça. J'aurais dû me désintégrer. C'est comme si vous sautiez d'une falaise haute de plusieurs centaines de mètres et que vous atterrissiez dans l'eau en faisant l'étoile. Dans la chute, mon casque s'est arraché. Tous les vaisseaux de mon visage ont éclaté. Avec la pression, ma tête était grosse comme un ballon de basket et mes lèvres épaisses comme des concombres. Tous les vaisseaux sanguins de mon visage se sont rompus. Grièvement blessé, Brian ne peut compter que sur les séquenceurs automatiques de son siège pour lui sauver la vie. Le système m'a éjecté de l'avion et a ouvert le stabilisateur. Puis il m'a désolidarisé de mon siège et a ouvert le parachute. Je suis passé de 1300 km/h à une descente en parachute en l'espace de 3 secondes. 20 ans plus tard, Brian détient toujours le record de vitesse pour une éjection. Et ce, grâce à l'ingéniosité des constructeurs de sièges éjectables. Je suis en vie. On savait que nos vies dépendaient de leur travail. On leur doit beaucoup. L'éjection d'un avion supersonique est techniquement possible. Mais elle reste extrêmement rare. Mais il y a un cas où le besoin de sortir de son appareil est bien plus fréquent. Lorsque l'avion vole bas et lentement.
pilote qui s'éjecte lors d'un atterrissage d'urgence se retrouve confronté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est le taux de descente. Si vous êtes dans un avion de ligne et qu'au moment de l'atterrissage, vous sentez qu'il se passe des choses dans votre estomac, ça veut dire que l'avion fonce directement vers le sol. Lorsque l'avion descend, le pilote descend avec. S'il s'éjecte, il aura besoin d'une propulsion supplémentaire pour contrer cette descente. Il va devoir remonter pour contrer la gravité, mais il va également devoir contrer la chute de l'avion. Le deuxième problème vient de l'angle. Au décollage ou à l'atterrissage, le cockpit est rarement à l'horizontale. Au moment de l'éjection, si le siège ne corrige pas l'angle, il peut se mettre à faire des tonneaux. Le dernier défi est de déployer le parachute. Le problème d'une éjection basse à une faible vitesse est que le pilote doit être suffisamment en altitude pour que le parachute s'ouvre. S'il est trop bas, le pilote touchera le sol avant que la toile ait eu le temps de se déployer. Juillet 2010. Le pilote canadien Brian Buse va mesurer les risques d'une éjection à basse altitude et à faible vitesse. Il va bientôt mordre. En répétition avant une parade aérienne, il vole à moins de 60 mètres du sol, quand un de ses moteurs tombe en panne. Quand on tire sur cette poignée d'éjection, Altitude. Altitude. la première étape est l'éjection de la verrière. Ensuite, le siège est expulsé du cockpit grâce à l'activation de la fusée. La réponse au problème de l'éjection à basse altitude, ce sont les fusées. Ces images impressionnantes montrent comment le siège muni de moteurs fusées va sauver la vie de Brian. Son avion est penché et lors de l'éjection, Brian est presque à l'horizontale. Mais les fusées munies d'ogives amovibles vont exercer une poussée directionnelle qui, comme on le voit ici, vont redresser sa position. Et à une altitude si basse, les fusées servent à ouvrir rapidement le parachute. Le parachute est muni d'une fusée. C'est elle qui sort le parachute du sac en un rien de temps. À vitesse réelle, la séquence ne dure que quelques secondes. J'espère que t'as rien, Brian. J'ai tout filmé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la vitesse à laquelle ça s'est produit. Entre le moment où je pilotais l'avion et le moment où j'étais sous le parachute, il ne s'est écoulé qu'1 ou 2 secondes. L'aviation canadienne a certes perdu un chasseur à plusieurs millions de dollars, mais le siège éjectable sauve son élément le plus important, le pilote. Je m'en suis sorti. Les fusées automatiques ont révolutionné le siège éjectable au point de le transformer en une véritable machine volante dirigeable. Mais l'histoire du siège éjectable ne s'arrête pas là. Il est doté d'un élément qui lui permet de prendre lui-même les bonnes décisions. De nos jours, les pilotes repoussent les limites de l'aviation. Ils poussent les ingénieurs à mettre au point des sièges éjectables toujours plus sophistiqués. Il est impossible pour le cerveau humain de prendre la mesure de tout ce qu'il y a à faire. Lors d'une éjection d'urgence, ça va trop vite. Voici sans doute l'élément le plus important dans l'histoire du siège éjectable. Un microprocesseur qui permet le développement d'un nouveau type de siège. Le siège intelligent. Un siège intelligent est doté d'un microprocesseur qui analyse toutes les informations. Et ce microprocesseur paramètre instantanément le siège pour que le pilote ait le plus de chances de survie. « 3 mars 2006. Cynthia Lisa et ses 3 membres d'équipage de la Navy s'entraînent à faire des manœuvres à faible altitude dans leur Prowler, un avion équipé de sièges intelligents.
Tout se passait bien, nous étions à l'horizontale, et c'est alors que nous avons entendu un gros bruit en survolant la crête. L'un des moteurs du Prowler tombe en panne. Cynthia espère grimper en tirant sur le manche, mais l'avion commence à vaciller. Elle aperçoit de la fumée dans le cockpit. L'avion s'est mis à pencher sur le côté gauche et à piquer légèrement du nez. Cynthia se démène pour contrôler le Prowler qui perd de l'altitude. J'ai regardé à l'extérieur et j'ai vu que nous foncions droit vers le sol. Le manche et le gouvernail ne répondaient plus à mes mouvements. J'avais perdu le contrôle de l'avion et il y avait le feu quelque part. J'ai dit, c'est foutu. Éjection, éjection. En tirant sur la poignée, un séquenceur électronique est activé et éjecte automatiquement les 4 aviateurs, Cynthia la dernière. En voyant mon voisin de droite commencer à partir, je me suis dit, c'est bon, c'est moi la suivante. Chaque siège est éjecté à un intervalle de 4 dixièmes de seconde dans des directions différentes, afin d'éviter toute collision. Une fois en l'air, le siège intelligent analyse la situation afin de sélectionner le meilleur mode de vol informatisé. Cette puce électrique permet à des capteurs d'analyser tous les éléments, comme le poids du pilote. Il prend en compte le taux de descente, l'altitude, le roulis ou encore l'angle. À quelle altitude se trouve l'avion? À quelle vitesse va-t-il? Il se demande ensuite dans quelle direction il doit orienter le siège grâce à ses moteurs fusées. En quelques secondes, les microprocesseurs calculent et ordonnent une série d'actions automatiques, ce qui sauve la vie des 4 membres d'équipage. Tout s'est passé extrêmement vite. Je n'en reviens toujours pas de m'être éjecté d'un avion. Heureusement que tout a bien fonctionné. La révolution microtechnologique permet aux constructeurs de sièges éjectables de suivre le rythme de l'évolution en matière d'aviation. Les nouveaux chasseurs, comme le F-35, sont dotés de cette technologie. Le US-16E est le siège le plus moderne qu'ait conçu Martin Baker. Il répond aux exigences du programme Joint Strike Fighter. Ce nouveau type d'avion de chasse est doté d'un siège qui peut sauver le pilote, qu'il vole vite ou lentement, à haute ou basse altitude, ou même s'il est au sol. Les Marines ont une version si moderne qu'elle peut éjecter le pilote automatiquement si les capteurs sentent qu'il ne pourra pas gérer un cas d'urgence. L'éjection est automatique. Le pilote n'a même pas besoin de tirer sur la poignée. Il ne se rendra même pas compte qu'il est éjecté avant de se retrouver sous son parachute. C'est un progrès impressionnant. L'informatique a permis d'augmenter incroyablement la vitesse d'ouverture du parachute. Depuis l'éjection de Joe Lancaster en mai 1949, l'ouverture du parachute est passée de près de 30 secondes, avec une ouverture manuelle, à 3 dixièmes de seconde. Ces progrès sont cruciaux pour venir en aide aux innombrables futurs pilotes. Depuis les années 1940, les concepteurs de sièges éjectables ont sauvé plus de 10 000 vies. Sur ce mur, il y a le nom de tous les aviateurs qui se sont éjectés avec succès grâce au siège Martin Baker. On voit qu'ils viennent pratiquement des 4 coins du monde. Et il se trouve que je suis le tout premier, tout en haut, ici. Joe, comment allez-vous? Bonjour Andrew. Ravi de vous revoir. Venez, j'ai une surprise pour vous. Vraiment? Nous avons terminé l'installation de notre musée. Et ici, il y a une pièce que vous reconnaissez sûrement. Bonté divine. C'est le siège dans lequel vous avez pris place il y a presque 66 ans. Le fait de le revoir vous rappelle des souvenirs? Absolument. Je n'avais pas vu ce modèle depuis très longtemps. On était très à l'étroit. La technologie a bien évolué depuis que vous avez pris place sur ce siège. Les survivants,
quel que soit leur âge, partagent tous la même émotion. Merci au siège de m'avoir sauvé la vie. J'ai eu 66 belles années de rab, et ce n'est pas fini. Sans ce siège, je serais mort. Merci d'avoir mis au point un procédé comme ça. C'est un vrai bijou. Votre travail sauve des vies et des familles. Merci beaucoup. Merci. On a la chance de faire un métier qui sauve des vies et qui permet aux équipages du monde entier de rentrer chez eux, retrouver leur famille. C'est comme un appareil magique dont on espère ne jamais avoir à se servir. Comment remercier les ingénieurs pour ça? Le siège éjectable est un véritable bijou d'ingénierie. Il a changé le visage de l'aviation. Grâce à lui, la survie dans les airs est une réalité. Et il assurera la protection des pilotes de demain.